Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Alors, nous allons faire aujourd'hui le TD qui concerne la communication bucco-sinusienne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, madame. Très bien. Alors, prise en charge d'une communication bucco-sinusienne. Donc, communication entre la bouche, la cavité buccale et la cavité sinusienne. Les communications bucco-sinusiennes sont des communications pathologiques entre la cavité orale et le sinus maxillaire. C'est-à-dire que s'il y a une communication entre la cavité buccale et le sinus, c'est qu'il y a un problème. C'est une pathologie. C'est un véritable problème auquel nous pouvons être confrontés. Leur prise en charge est délicate, allant souvent jusqu'au traitement chirurgical. L'odontologiste doit contribuer au diagnostic précoce de la CBS et l'application de certains gestes dans le cadre de l'urgence. C'est-à-dire que quand vous recevez votre patient et que vous faites une extraction, vous pouvez vous-même prendre en charge une CBS si vous la diagnostiquez le jour même. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Alors, Oui, madame. le problème devient plus compliqué lorsque cette CBS, vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est-à-dire que vous avez fait une extraction, vous avez créé une CBS et le patient est parti tranquillement chez lui. Il revient une semaine après avec des problèmes, avec une infection, il vous dira d'abord j'ai un écoulement de lait ou d'eau ou de n'importe quel liquide par le nez, des douleurs sous-orbitaires, voire carrément d'infection. Là, la prise en charge devient plus compliquée. Donc, à quoi est due cette complication? Elle est due à la contamination bactérienne du sinus maxillaire. Parce que le sinus maxillaire, c'est une cavité qui est stérile. En temps normal, elle est stérile. Mais quand on crée une CBS, les germes vont passer de la cavité buccale, qui est fortement septique, au sinus maxillaire, qui est normalement stérile. Définition. Alors, CBS ou communication bucco-sinusienne, c'est une solution de continuité ostéomuqueuse. Une solution de continuité, cela veut dire interruption, d'accord? Ostéomuqueuse entre la cavité buccale et le sinus maxillaire. La CPS post-extractionnelle est la destruction de la fine lame constituant à la fois le plancher sinusien et le fond de l'alvéole. Regardez, pour rappel, regardez ce schéma. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'os maxillaire avec les racines du secteur prémolo-molaire qui sont assez proches du plancher du sinus maxillaire. Ainsi, lorsque l'infection de ces dents se produit, elle peut entraîner par contiguïté ou par continuité la propagation de cette infection de l'apex des dents infectées vers le sinus maxillaire. Et là, vous allez avoir une sinusite d'origine dentaire. Nous avons les dents qui sont le plus à risque d'infection sinusienne d'origine dentaire ou de communication bucco-sinusienne. Ce sont d'abord les premières molaires maxillaires, les deuxièmes prémolaires et les deuxièmes molaires. Donc la 6, ensuite la 5, ensuite la 7. Inconstamment, on peut retrouver aussi la première prémolaire et la dent de sagesse. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui, madame. Alors, regardez sur cette photo de dissection, regardez le rapport étroit entre les racines des maxillaires, des molaires maxillaires avec la cavité sinusienne. Alors, on peut distinguer deux formes de communication bucco-sinusienne selon le moment où on fait le diagnostic.
on peut avoir une CBS récente ou une CBS ancienne. En fait, la CBS récente n'est qu'une évolution de la CBS, la CBS ancienne n'est qu'une évolution de la CBS récente qui n'a pas été prise en charge ou mal prise en charge. Comment poser le diagnostic positif? Au terme de l'interrogatoire et de l'examen clinique, le diagnostic de CBS est purement clinique. Alors, à l'interrogatoire, le patient pourra vous dire, si c'est une CBS récente par exemple, vous lui dites juste après l'extraction de se rincer la bouche, il vous dira « Ah tiens docteur, j'ai de l'eau qui sort par la narine ». Ça, c'est un diagnostic qui est très évident. Ou bien, à l'interrogatoire, s'il s'agit d'une CBS ancienne, le patient va rapporter des fuites narinaires, il va rapporter des douleurs sous-orbitaires. D'accord? Ensuite, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Devant une CBS récente, on a donc la notion d'extraction récente, on va retrouver une hauteur alvéolaire qui est assez conservée, le sinus est asymptomatique, il n'y a pas de douleur sous-orbitaire parce que le sinus n'est pas encore infecté, et on retrouve un alvéole en voie de cicatrisation. Lorsque la CBS est établie, on dit aussi CBS ancienne, par exemple, le patient vient un mois après l'extraction. Qu'est-ce que vous allez retrouver à l'interrogatoire? La notion d'extraction ancienne, une perte de substance alvéolaire, le sinus est le plus souvent infecté et les berges de la CBS qui sont épithélialisées. Alors, la CBS récente ou immédiate, elle est souvent post-extractionnelle. Vous faites votre extraction et tout de suite, le patient fait une CBS. Alors, le diagnostic peut être évident sans que vous cherchiez cette CBS. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patient vous dira d'emblée, il y a de l'eau qui sort par le nez, par la narine homolatérale. Mais même si ce n'est pas le cas, il faut la chercher systématiquement, cette CBS, devant l'extraction des dents sinusiennes en faisant un test de Valsalva. La CBS récente, elle est donc immédiate, souvent post-extractionnelle, de diagnostic facile et immédiat avec des signes d'effraction sinusienne. Par opposition à la CBS établie, qui est donc la persistance d'une CBS ignorée ou mal traitée. Les bords de l'orifice sont donc cicatrisés, épithélialisés sans aucune tendance à la fermeture. C'est-à-dire que sur une CBS ancienne, quand vous voyez un alvéole, une brèche pas encore cicatrisée, vous n'allez pas espérer une cicatrisation spontanée. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame. Oui. J'ai une question. Elle se trouve où la communication entre le sinus et la cavité nasale? Parle plus fort, s'il te plaît. Elle est où la communication entre le sinus et la cavité nasale? Très bien, c'est une très bonne question. C'est une question très intelligente. Il a raison. Comment ça se fait que le patient se rince la bouche et que l'eau sorte par le nez? Très bonne question. En fait, parce que l'eau va passer de la bouche vers le sinus par l'alvéole et entre le sinus et la fosse nasale, il y a une paroi. Et au niveau de cette paroi, il y a une petite ouverture qu'on appelle un ostium. Donc, quand il y a un liquide, qu'il soit du pus, de l'eau, quoi que ce soit dans le sinus, il peut être évacué dans la fosse nasale via cet ostium et donc extériorisé par la narine. Ok, merci. De rien. Alors, qu'est-ce que je dois faire devant une communication bucco-sinusienne? D'abord, on a trois possibilités. CBS récente, CBS ancienne, CBS avec refoulement d'une racine, parce que ça peut arriver. Et devant la CBS établie, on a aussi deux possibilités. Soit on a un sinus sain, soit on a un sinus infecté.
Alors, pour une CBS récente, il faut d'abord faire un bilan endobuccal. On fait ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Est-ce que vous savez pratiquer la manœuvre de Valsalva? Oui, madame. Oui. Pardon. Oui, très bien. Alors, elle consiste à pincer le nez en guidant une expiration nasale douce et non forcée, la bouche ouverte. C'est-à-dire que vous allez pincer les narines du patient et vous allez lui demander de faire un effort comme s'il allait se moucher. Et après, comme vous avez pincé les narines, cet air, au lieu de sortir par les narines, il va sortir par l'alvéole. Et vous allez constater une fuite d'air par la perforation avec sifflement ou éclatement de bulles d'air et l'apparition de buées sur le miroir quand vous mettez un miroir en regard. Nous avons également le saignement abondant. En général, quand on fait une extraction d'une molaire supérieure ou d'une prémolaire et qu'il y a une communication bucco-sinusienne, on va constater un saignement qui va provenir du fond de l'alvéole. Pourquoi un saignement? En fait, ce saignement provient de l'effraction de la muqueuse sinusienne. Regardez. Ce qu'on voit sur ce schéma, ça c'est une cavité, c'est de l'os, on est d'accord. Mais cette cavité, elle est tapissée comme la muqueuse buccale. Vous avez vu, par exemple, la mandibule, le maxillaire, ce sont des os, mais ils sont tapissés par une muqueuse. C'est la même chose. Le sinus maxillaire est tapissé par une muqueuse. Donc, quand on fait l'extraction d'une dent entrale, si ma racine est à l'intérieur ou très proche du sinus maxillaire, au moment de l'extraction, qu'est-ce qui va se passer? On va blesser cette muqueuse qui va saigner. Et c'est pour ça que cliniquement, vous allez retrouver un saignement abondant. On a aussi le passage de liquide par la narine du côté atteint. Il peut s'agir de sang, d'eau, lorsqu'on demande au patient de se rincer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je tiens à vous dire que autant la prise en charge d'une CBS récente est très très facile, autant son pronostic est excellent, autant quand elle passe inaperçue et qu'on ne la diagnostique pas, son diagnostic ne va pas poser problème, mais sa prise en charge va être plus compliquée. Alors, dans l'urgence, il faut avoir comme but d'isoler le sinus maxillaire de la cavité buccale et créer des conditions favorables à la stabilisation du caillot et donc à la cicatrisation. Cela dépend de ses dimensions, de l'état de la muqueuse sinusienne, de la présence ou non d'éléments dentaires refoulés. Alors, si ma CBS récente est de petite taille, elle peut carrément passer inaperçue. Si elle est vraiment minime, 1 ou 2 mm, elle peut cicatriser spontanément. Mais attention, à chaque fois que vous faites le diagnostic d'une CBS immédiate, il faut suturer hermétiquement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Eh bien, écoutez, vous savez comment on va faire? Parce que parfois, quand vous ne réagissez pas, je me demande si la communication a été interrompue ou pas. Donc, si ça se coupe, vous m'envoyez un message sur Viber pour que je sache, d'accord? Ok. Alors, donc, je vous disais, il faut procéder immédiatement à des sutures hermétiques. Le but, c'est d'isoler la cavité buccale du sinus pour éviter que les germes de la bouche passent dans le sinus maxillaire qui est stérile. Comment vous le savez? Pardon? Il y a toujours le signal. Non, madame. Non, madame. Oui. Est-ce que vous êtes là? Non, pour moi, ça s'est affiché que c'est illimité. Oui, moi aussi. Est-ce que le signal est toujours là? Non, Non. non, moi, Elle est signalée que Bon, c'est alors, une on continue. S'il y a vidéoconférence illimitée. on continue. S'il y a un problème, vous me faites un message, d'accord? Ah. Ok. Alors, ensuite, quand vous avez fini de suturer, il faut prendre une empreinte
Une empreinte comme pour confectionner une prothèse, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec cette empreinte? Vous allez confectionner une plaque palatine. À votre avis, quel est le but de cette plaque palatine? C'est d'éviter d'entrer d'éviter la communication entre la cavité buccale et le sinus. Voilà. C'est-à-dire que vous devez non seulement suturer et mettre une plaque. Le but de la plaque, c'est quoi? C'est d'éviter le passage des aliments, des germes, des liquides de la cavité buccale vers le sinus. Mais en principe, si vous suturez hermétiquement, il n'y a pas de raison pour que les liquides passent, par exemple. C'est surtout pour éviter le passage des germes. Vous mettez votre patient sous traitement médical, essentiellement à base d'antibiotiques. Vous demandez un bilan radiologique si vous soupçonnez un refoulement d'une racine ou d'un apex dans le sinus et vous donnez au patient les consignes post-opératoires. Et on fera régulièrement des contrôles cliniques et radiologiques. Maintenant, si la CBS est de plus grande taille, elle est, par exemple, vous faites l'extraction d'une grosse molaire avec des racines très divergentes. Là, vous allez apprendre avec l'expérience que ce n'est pas toujours évident d'avoir des sutures hermétiques au niveau du maxillaire. On va faire ce qu'on appelle une plastie. Une plastie, c'est un lambeau que vous allez donc former et déplacer pour fermer cette CBS. Ensuite, vous allez faire, comme pour tout à l'heure, une plaque palatine, traitement médical, un bilan radiologique, des consignes post-opératoires, contrôle post-opératoire, clinique et radiologique. L'apport de la plaque palatine, oui? C'est quoi l'intérêt de faire un bilan radiologique? Quand vous soupçonnez, parce que parfois, on peut, par exemple, accidentellement refouler, par exemple, quand on soupçonne, par exemple, un refoulement d'une racine dans le sinus. Par exemple, c'est pas systématique. Par exemple, tu as fait ton extraction, après, tu as tenté d'extraire une racine, tu as eu l'impression de la luxer et à un moment, tu ne la retrouves pas. Tu n'es pas sûr, est-ce que tu l'as envoyée dans le sinus ou bien tu l'as juste luxé et que le patient l'a par exemple avalé ou l'a expulsé. D'accord? Là, en cas de nécessité, on demande une radiographie panoramique, mais ce n'est pas systématique. D'accord? D'accord, merci. De rien. Alors, l'apport de la plaque palatine dans la CBS, surtout récente, même de petite taille, ne doit pas être négligée. Elle est très, très, très intéressante. C'est une méthode thérapeutique facile, rapide et immédiate à la portée de chaque médecin dentiste. Il s'agit en général d'une prothèse provisoire composée d'une plaque palatine en résine. Lors de la prise d'empreinte, on doit éviter la diffusion sinusienne de la pète à travers l'alvéole. Alors, comment on va faire? Vous allez me dire comment on va faire pour éviter, par exemple, que l'alginate aille dans la brèche, aille au niveau de l'alvéole. À votre avis, comment vous voyez la chose? On met un coton. Qu'est-ce que vous mettez? Quelque chose, un obstacle pour que ça passe pas. Je sais pas. Alors, quand vous remplissez votre porte-empreinte d'alginate, vous allez mettre une compresse, mais pas une compresse épaisse pliée. Vous allez ouvrir complètement la compresse. Vous allez la poser dessus. Elle est très fine. Et vous prenez votre empreinte. Comme ça, vous évitez le passage de l'alginate vers l'alvéole, à l'intérieur de l'alvéole. Alors, maintenant, si vous êtes en train de faire votre extraction, vous avez vu la racine partir dans le sinus, c'est-à-dire qu'il y a un élément dentaire refoulé au moment de l'intervention. Là, ce qu'il faut faire, c'est de faire une tentative de récupération immédiate.
sans acharnement, sous contrôle radiographique. C'est quand vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport à la radio, voilà, c'est plutôt dans ce sens. Je suis en train de faire mon extraction, j'ai refoulé une racine dans le sinus maxillaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter avec l'aspiration, donc j'introduis ma canule d'aspiration dans l'alvéole et carrément même à l'entrée du sinus pour tenter d'aspirer cette racine qui est partie dans le sinus. Alors, on fait donc une alvéolectomie et un abord vestibulaire et on extrait donc cette racine par voie, alors c'est soit par voie alvéolaire, soit par alvéolectomie, d'accord? Et là, quand vous avez fini d'extraire la racine, il faut suturer hermétiquement la CBS. Après, en cas d'échec d'extirpation de l'apex, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à le retirer, on suture hermétiquement, puis l'apex sera extirpé ultérieurement après sa localisation radiologique. En général, on demande un scanner. Parce qu'avec une rétroalvéolaire, si la racine est dans le plancher sinusien, ça va. Mais si elle est plus loin, il faut un scanner pour la localiser. Donc, ce patient sera repris ultérieurement, soit par une technique alvéolaire, mais le plus souvent, soit par Caldwell-Luc, mini Caldwell-Luc, ou mieux encore, actuellement, ce qui se fait, alors quand on n'arrive pas à extraire cette racine, c'est que l'extraction se fasse par chirurgie endoscopique par voie nasale. Et là, dans ce cas, ce n'est pas nous, ce sont nos confrères ORL qui procèdent à son extraction. Alors, évitez les manœuvres traumatisantes de curetage intempestif, lavage ou exploration instrumentale de la brèche. Il est absolument contre-indiqué d'introduire des mèches dans la perforation, voire de tamponner l'alvéole, des gestes qui pourraient empêcher la constitution d'un caillot fonctionnel, ouvrant ainsi la voie à la formation d'une fistule bucco-sinusienne. Il faut éviter de poser un pansement parodontal. Je vous ai dit, il vaut mieux mettre en place une plaque palatine et donner aux patients des conseils post-opératoires. Qu'en est-il de la CBS ancienne? C'est-à-dire que vous recevez au cabinet un patient qui a déjà des symptômes de CBS. Alors, il pourrait s'agir d'un patient qui a consulté parce qu'il a des troubles de l'alimentation. Il vous dit, quand je bois une boisson, elle ressort par les narines, par la narine homolatérale. Une fuite d'air par le nez d'origine buccale ou au contraire, lors d'un mouchage. On peut avoir ce qu'on appelle une cacosmie subjective. La cacosmie, c'est la sensation de mauvaise odeur. On peut avoir un retard de cicatrisation alvéolaire. Il peut même s'agir de céphalées et de douleurs homolatérales, notamment des douleurs dans la région sous-orbitaire qui correspond à la paroi antérieure du sinus maxillaire. Alors, là, il faut demander impérativement un bilan radiologique. On peut faire un cliché rétroalvéolaire ou encore un panoramique dentaire qui va mettre en évidence la CBS par la présence d'une rupture de la continuité entre le plancher sinusien et le fond de l'alvéole, avec une analyse de l'état osseux et dentaire au voisinage de la CBS. On le voit mieux sur la rétroalvéolaire. L'image est plus précise et plus nette. Les examens radiologiques qui peuvent également être demandés sont le blanc d'eau. Nous en avons parlé lors des explorations radiologiques. C'est un bon moyen d'explorer le sinus maxillaire à la recherche d'une opacité sinusienne unilatérale qui oriente vers une sinusite d'origine dentaire. On peut aussi objectiver la présence d'un corps étranger tel qu'une racine dans le sinus, mais ce n'est pas l'examen idéal. L'idéal, c'est le scanner. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Alors,
Le scanner, c'est l'examen idéal ou bien le cone-beam. Nous avons parlé des explorations radiologiques. Quelle est la différence entre le scanner et le cone-beam? Le Le combine cone-beam est moins étendu. radiant. Très bien. Et est-ce qu'il a une résolution moindre? Il a une résolution tout aussi bonne, voire meilleure que celle du scanner, d'accord, avec une irradiation moindre. Donc, le scanner ou le cone-beam vont permettre une confirmation du diagnostic et la planification du traitement. Alors, si un refoulement d'éléments dentaires également a été fait, puisqu'en fait, le problème qui se pose dans la CBS établie, c'est que vous ne pouvez pas savoir s'il y a une racine, par exemple, dans le sinus ou pas. C'est pour ça que vous allez demander un scanner. Alors, le traitement de la CBS ancienne passe par le traitement chirurgical. Pour procéder au traitement chirurgical, il faut que la cavité sinusienne soit libre de toute infection. Il faut assainir le sinus avant de procéder à la fermeture de la CBS. Ensuite, une fois que le sinus est sain par une antibiothérapie, on procède à la fermeture sans tension avec un lambeau de bonne qualité. En fait, l'idéal dans la prise en charge des CBS, le plus important, c'est plutôt le traitement préventif pour éviter la complication de cette CBS. Il faut systématiser la manœuvre de Valsalva pour les dents entrales. Première molaire, deuxième prémolaire, deuxième molaire, première prémolaire et dents de sagesse. Systématiquement, même si le patient se rince et qu'il ne vous rapporte pas de fuite d'eau par la narine, même s'il n'y a pas de saignement abondant, il faut systématiser le test de Valsalva. Si vous avez des racines fracturées ou face à une extraction difficile, il faut favoriser les alvéolectomies. Pourquoi? Parce qu'avec l'alvéolectomie, vous évitez les risques de refoulement de la racine dans le sinus. La recherche acharnée par voie alvéolaire lorsque vous avez refoulé une racine est à éviter. Et bien sûr, interdire toujours aux patients d'effectuer des manœuvres pressionnelles entre la cavité buccale, le nez et le sinus. Parce que le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous faites un Valsalva et qu'il s'avère positif, il va essayer de s'amuser à le refaire comme ça chez lui. Il faut lui dire que on l'a fait une fois pour poser le diagnostic, il ne faut plus le refaire. Et même vous, quand vous allez recontrôler votre patient les prochaines séances, il ne faut pas refaire le test de Valsalva. Vous allez vous dire, tiens, je vais refaire le test de Valsalva pour voir si c'est rentré dans l'ordre ou pas. Erreur, parce qu'en refaisant le test de Valsalva, vous ne faites qu'agrandir la brèche, pardon, d'accord? Donc, interdire aux patients d'effectuer des manœuvres pressionnelles entre la cavité buccale, le nez et le sinus. Pas de bain de bouche violent, pas de mouchage, pas de succion de l'alvéole et pas de gonflement des joues. En conclusion, nous allons dire que la CBS est une véritable complication dont les suites diffèrent selon la précocité de la prise en charge. Les conséquences peuvent aller de la sinusite à la fistule bucco-sinusienne ou à la pansinusite de la face. Vous savez c'est quoi une pansinusite? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Alors, la pansinusite, quand vous entendez le préfixe pan, P-A-N, ça veut dire total. Alors, le sinus maxillaire communique avec la fosse nasale communique avec les cellules ethmoïdales communiquent avec le sinus frontal. En fait, la pansinusite, c'est quoi? C'est la propagation de l'infection du sinus maxillaire vers les autres cavités sinusiennes qui peut aller jusqu'au sinus frontal. Donc, diagnostiquer précocement et traiter convenablement, la CBS évolue favorablement. Cependant, la prévention reste le meilleur moyen de réduire la survenue des CBS. Est-ce que vous avez des questions?
Vous n'avez pas de questions? Madame, Oui? quand la dent est en communication, donc anatomiquement, elle est en communication avec le sinus. Oui? Donc, la CBS, elle est inévitable. Absolument, absolument inévitable. Absolument. C'est pas une erreur. C'est pas un problème de iatrogène ou là. Là, pas du tout. Bon, parfois, elle peut être iatrogène quand tu dérapes avec ton élévateur et tu perfores toi-même le plancher sinusien. Mais le plus souvent, elle est inévitable. Si la racine, une partie de la racine était à l'intérieur du sinus maxillaire, tu peux pas faire l'extraction sans provoquer l'effraction. C'est inévitable. Ok, d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'insiste, quand vous fermez la CBS, vous mettez la plaque, il faut mettre le patient sous antibiotique, d'accord? Parce que c'est quelques germes, pendant le moment où vous êtes en train de prendre en charge le patient, pourraient être passés de la cavité buccale vers le sinus. Donc, il faut absolument mettre le malade sous antibiotique. Y a-t-il d'autres questions? Non, madame. Non? Ça va? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite Hamdankom et bonne fin de journée. Merci, madame. À vous. Merci, madame. De même, à madame Barak. Allez, au revoir. Merci.